Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons cette série de vidéos que nous avons débutée il y a un bout de temps sur les thématiques du droit. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du droit des biens. Donc le droit des biens, c'est cette branche du droit, c'est du droit civil qui régit les rapports que l'individu, que l'on entretient avec les choses. Il faut savoir qu'il n'y a pas une définition légale du droit des biens, mais le Code civil, en ses articles 516, pose uniquement une distinction entre les biens meubles et immeubles. De cet article, il ressort que tous les biens sont meubles ou immeubles. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 516 du Code civil de 1804, Code civil qui est toujours applicable au Gabon. Donc, partant de cela, nous comprenons déjà très bien que nous allons déjà structurer cette partie à travers cette dichotomie faite par le Code civil, à savoir d'une part les biens meubles et d'autre part les biens immeubles. Comme je le disais, il y a des biens meubles et des biens immeubles. Et donc, nous allons suivre la logique du Code civil et commencer par les biens immeubles. Donc, les biens immeubles sont régis par les articles 517 et suivants du Code civil. Dans son article 517, il ressort que les biens sont meubles, sont immeubles plutôt, ou par leur nature, ou par leur destination, et ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Nous comprenons bien qu'il y a trois catégories de biens immeubles. Par nature, les biens immeubles par destination, et les biens immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Donc, nous allons débuter par les biens immeubles par nature. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bien immeuble par nature? Il faut déjà savoir qu'en droit, la terre est un bien immeuble. La terre est considérée comme un bien immeuble. Tu peux dire c'est le tout premier bien immeuble. Pourquoi je dis tout premier bien immeuble? Parce que c'est en partant de la terre qu'on pourra déterminer la nature immeuble des autres biens, immeuble des autres biens. Donc, c'est le critère de fixité au sol. Des biens qui seront fixés ou bien qui pourront être fixés au sol et dont le déplacement pourra entraîner un détachement de la terre, de l'écorce terrestre, peuvent être considérés comme des biens immeubles par nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais essayer de donner un exemple pour être un peu plus concret. La terre, nous avons la terre en bien immeuble, toutes les constructions qui sont faites sur elle. Et des constructions durables, comme par exemple une maison, un bâtiment. Eux également, ce sont des biens immeubles par nature. Pourquoi? Parce qu'ils sont incorporés à la terre. Et on ne peut pas, normalement, on ne pourrait pas les déplacer. On va comprendre quel est l'exemple. Nous avons par exemple l'arbre. L'arbre, c'est par le fruit d'une élévation naturelle, c'est par le fruit de l'écoulement du temps, par le fruit de la nature que l'arbre est fixé au sol. Et il y a eu la croissance naturelle de l'arbre. L'arbre est juridiquement considéré comme un bien immeuble. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais je crois que ça va parce que c'est assez simple. En fait, c'est le critère de rattachement au sol qui caractérise la nature mobilière ou immobilière des autres biens. Mais le tout premier bien immeuble par nature, c'est la terre. Et les autres, c'est par leur fixité à la terre qu'on pourra déterminer leur nature mobilière ou immobilière. Concernant les immeubles par destination, qu'est-ce qu'il faut comprendre par immeuble par destination? C'est pas quelque chose de difficile, c'est très simple aussi. Bon, qu'est-ce qu'on entend par immeuble par destination? Les immeubles par destination, ce sont des biens qui sont à la base meubles, il faut bien comprendre, ce sont des biens meubles à la base, mais qui, par une fiction de la loi, vont être considérés à leur tour comme des biens immeubles. Donc, on va être soumis au régime des biens immeubles. Pourquoi? Parce que on va être affecté au service et à l'exploitation d'un bien immeuble. C'est un peu ça. Et pour qu'il puisse avoir donc immobilisation par destination, il faut déjà une série de conditions à remplir. À savoir, il faut qu'il y ait une unicité des propriétaires.
Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut donc que le propriétaire, il faut qu'il y ait un même propriétaire. Il faut donc que le propriétaire soit le même pour le bien meuble comme pour le bien immeuble. À cela, on peut encore dégager deux autres critères qu'on retrouve énoncés dans le Code civil, à savoir un critère économique. Donc, le bien meuble affecté un service économique, donc pour l'exploitation de l'immeuble. Et un autre critère, c'est le critère d'attache à perpétuelle demeure. Donc, sont aussi immeubles par destination tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Bon, si jusqu'à présent c'est un peu flou dans nos têtes, je vais essayer de prendre un exemple pour essayer de enlever un peu toutes ces zones d'ombre. Donc, supposons que vous êtes là, vous partez d'un hôtel, et arrivé à l'hôtel, vous venez prendre dans l'hôtel, vous êtes au hall d'accueil. Bien évidemment, dans le hall d'accueil, il y a des chaises, il y a des comptoirs. Ce sont des biens meubles. Mais du fait que ces chaises-là et ces comptoirs servent à l'exploitation de ces biens immeubles, de cet immeuble-là, donc à l'exploitation de cet hôtel, ces biens immeubles qui sont accessoires ne sont plus considérés, ne vont plus être considérés comme des biens meubles, mais comme des biens immeubles. Des biens immeubles par destination. C'est un peu ça, c'est un peu cela qu'il faut comprendre par biens immeubles par destination. Ce sont des biens meubles à la base, mais qui, par le fait qu'ils vont servir à l'exploitation d'un fonds qui est le bien immeuble, vont être à leur tour considérés comme des biens immeubles. C'est ce qui est à retenir sur des biens meubles par destination. Et pour finir, sur les biens immeubles, nous avons les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Bon, les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent sont une catégorie assez particulière d'immeubles, parce que ici, ce sont des actions, ce sont des droits qui ne portent uniquement que sur des biens immobiliers. Il n'y a que ça à retenir. Donc, l'article 526 du Code civil en liste 3, à savoir les usufruits de la chose immobilière, les servitudes et services fonciers et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. C'est donc cela, les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent. Donc des droits et actions qui portent sur des biens immeubles. On vient donc ainsi de voir les diverses catégories de biens immeubles. Nous allons donc voir les différentes catégories de biens meubles. Et donc, partant d'une certaine logique, tout ce qui n'est pas bien immeuble peut être vu comme bien meuble. Donc, les biens meubles sont régis par les articles 527 et suivants du Code civil. De ce qui ressort de l'article 527, c'est ceci. Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi. En comprenant que le Code civil, en son article 527, fait la distinction de deux types de biens meubles, par nature et par détermination de la loi. Donc nous avons d'abord d'une part les biens meubles par nature. Et donc je vais faire un exposé sommaire de ces deux types de biens meubles-là. Exposé sommaire comme je ne fais que le faire depuis le début de la vidéo. Donc, les biens meubles par nature, ce sont des biens meubles, ce sont des choses qui peuvent se déplacer, qui peuvent se mouvoir d'eux-mêmes, et bien qui peuvent être déplacés et dont le déplacement n'entraîne pas un détachement de la terre, un détachement de l'écorce de la terre. Et donc, on va prendre quel exemple pour simplifier les choses. Regardez par exemple un animal est considéré aujourd'hui comme un bien meuble. Et qu'est-ce qu'on va comprendre? Une tente, par exemple, une tente placée pour une cérémonie, même elle a été peut-être même clouée. C'est vrai qu'elle a été clouée dans le sol, mais elle est considérée comme un bien meuble. Une tente, différente d'une maison. Donc, voilà pour ce qui est des biens meubles. Regardez par exemple mon stylo, le stylo c'est un bien meuble.
Et donc, c'est donc le critère de fixité au sol, comme je disais plus haut, le critère de fixité au sol qui détermine la nature mobilière ou immobilière de toute chose. Donc, voilà pour un peu ce qui est des biens meubles par nature. Donc, les biens meubles par destination, c'est une catégorie de biens meubles, un peu une catégorie exceptionnelle. Pourquoi? Parce que des biens meubles par détermination de la loi, ce sont des biens meubles qui sont incorporels. Les biens meubles par nature sont des biens corporels. Heureusement que ça appelé silence. Je pense que c'est important à dire, c'est important à souligner. Donc, les biens meubles par détermination de la loi correspondent à la catégorie des biens meubles incorporels. Ce sont des droits, le plus souvent ce sont des droits, qui vont prendre la qualification de meubles toutes les fois qu'ils porteront sur des biens meubles. C'est un peu, si vous vous souvenez, c'est un peu la même chose avec l'immobilisation par les meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. C'est un peu la même logique. Mais ici, c'est bien meubles par détermination de la loi. Donc, comme je disais, ce sont des biens soulignés. Donc, les biens meubles par détermination de la loi correspondent à la catégorie des biens meubles incorporels. Ce sont des droits, le plus souvent ce sont des droits, qui vont prendre la qualification de meubles toutes les fois qu'ils porteront sur des biens meubles. C'est un peu, si vous vous souvenez, c'est un peu la même chose avec l'immobilisation par les meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. C'est un peu la même logique. Mais ici, c'est bien meubles par détermination de la loi. Donc, comme je disais, ce sont des biens qui vont porter sur des biens meubles, des biens incorporels, donc intangibles, qui ne sont pas palpables, immatériels, etc. Ce sont donc des biens immatériels, n'ayant pas de réalité tangible. C'est ça les meubles par détermination de la loi. Donc, l'article 529 régit les meubles par détermination de la loi et on donne quelques exemples, à savoir les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Donc, voilà pour ce qui est des biens meubles. Il reste une dernière catégorie qui n'est pas citée par le Code civil. Ce sont les biens meubles par anticipation. Ce n'est pas cité par le Code civil, mais vous l'avez déjà écouté, vous avez entendu parler des biens meubles par anticipation de la loi, mais sa source est jurisprudentielle. Ça ne vient pas de la langue de la jurisprudence. Donc, qu'est-ce qu'un meuble par anticipation? Les meubles par anticipation, ce sont des biens meubles par nature dont on anticipe maintenant la nature mobilière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que concrètement je veux dire par là? Je vais prendre un exemple pour simplifier les choses. Regardez un manguier. Un manguier, durant la saison, il a des mangues. Il a produit des mangues. Ces mangues-là, du temps qu'elles sont rattachées au manguier, on considère que ce sont des meubles, ce sont des immeubles. Mais la jurisprudence va voir en cela parce que la finalité du fruit, c'est de tomber, d'être cueilli. La jurisprudence va voir en ça une nature prochaine, une nature mobilière future. Donc on parlera de meubles par anticipation. Donc des biens meubles à la base, mais on anticipe la nature mobilière future. Donc voilà une autre catégorie de biens meubles qui est dégagée par la jurisprudence. Ainsi, nous avons pu voir les deux types de biens meubles et immeubles posés par le Code civil. Donc, qui est régi par le droit des biens, parce que ça constitue l'un des titres, je dirais donc, du droit des biens. Et les biens, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Pourquoi? Parce que
C'est sur cette base, sur la base des biens, qu'on peut structurer, je dirais, la situation financière d'un individu. On est toujours parti sur la quantité des biens la quantité de biens qu'a un individu pour pouvoir déterminer si cet individu est riche ou pauvre. Donc, c'est en cela que je trouve vraiment que le droit des biens, c'est une matière assez passionnante parce que, comme les autres matières du droit, ça régit, ça parle de nos actes du quotidien, ça parle de nos situations du quotidien, ça les encadre. Et donc, comme je disais tantôt, c'est partant de ces biens qu'on peut déterminer si on peut déterminer une situation financière. Mais cela renvoie à un autre thème du droit des biens. Cela renvoie à la propriété. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui justifie qu'un individu puisse se sentir maître sur une chose? Qu'est-ce qui justifie qu'il puisse, avec véhémence, parfois en arriver à des extrémités pour défendre ce qu'il estime être, ce qu'il estime l'appartenir? C'est la propriété. C'est je dirais, cette faculté qu'un individu a pour pouvoir se dire oui, c'est pour moi, donc, oui, je ne peux pas te la laisser comme ça parce que je suis propriétaire. Et donc, ça nous renvoie à la propriété. On va essayer de comprendre ce qu'est la propriété ou le droit de propriété, car il constitue également une autre section, un autre titre du droit des biens, le droit de propriété. Qu'est-ce qu'on entend par droit de propriété? Du moins, qu'est-ce qu'on entend par propriété? Je vais déjà essayer de définir. Je vais définir ce qu'on entend par propriété. Et donc, la propriété est définie par l'article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc, la propriété, c'est un droit qui permet à l'individu d'exercer sur une chose un pouvoir absolu. Absolu donne-moi une mesure, dans absolu, pas un pouvoir, absolu pas dans le sens où il pourra bien utiliser sa chose pour nuire autrui. Sachant qu'on vit en société, il y a bien évidemment des limites à apporter dans la liberté de tout un chacun. Tout un chacun, chacun a des droits à préserver, chacun a des droits à faire valoir. Donc, en tant qu'individu vivant en société, il y a des restrictions pour permettre à ce que la société puisse fonctionner paisiblement. Donc, comme je le disais, c'est un droit qui est exercé par une personne, le propriétaire, c'est une chose. Et comme vous le voyez, on a dû changer de local pour diverses raisons. Mais bon, ça n'empêchera rien à la continuité de cette vidéo. Donc, on parlait de la propriété. Et il faut savoir que le droit de propriété, ce droit ressemble à lui plusieurs caractères. C'est un droit absolu. Donc, le droit de propriété, cette propriété, ce droit s'oppose à tous. C'est un droit exclusif et perpétuel. Perpétuel parce que ce droit existe tout au long qu'existe la chose. Donc, même lorsque le propriétaire égare la chose, égare son bien, il n'en demeure pas moins toujours propriétaire. Cependant, lorsqu'un tiers entre en jeu, donc lorsqu'un tiers rentre en possession de ce bien égaré, la loi pose un délai pour que celui-ci devienne à son tour propriétaire. Lorsqu'il est en possession de la chose, il est qualifié de possesseur. Donc, tout le long de ce délai-là, avant qu'il ne devienne propriétaire, il est d'abord possesseur. Il a toujours un autre qui connaît la propriété. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir concernant les caractères de ce droit de propriété. Et il faut aussi savoir que celui qui a la propriété d'une chose a la propriété de tout ce qui s'unit
à cette chose. C'est ce qu'on appelle le droit d'accession, qui est un droit qui est posé, qui est régi par l'article 546 du Code civil, de 1804. Nous sommes toujours sur ce code-là. Et qu'est-ce qu'il en ressort du droit d'accession? Il en ressort que le propriétaire du bien principal sera également propriétaire du bien accessoire. L'accession peut se faire par production ou par incorporation. Je vais prendre par exemple un exemple pour le cas de la production. Vous avez par exemple le cas d'un arbre. L'arbre produit des fruits, donc c'est un bien fructifère. Et pour le propriétaire de cet arbre, sera naturellement propriétaire des fruits produits par cet arbre-là, donc c'est bien. Ça, c'est logique, ça c'est naturel. Mais concernant l'accession par incorporation, on va également prendre un exemple. Vous avez par exemple le cas, on va prendre le cas de l'accession en matière immobilière. Le cas d'un individu qui prend des matériaux d'une autre personne pour construire sa maison. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà eu une incorporation, donc accession par incorporation. Le propriétaire des matériaux ici ne pourra plus pouvoir retirer ces matériaux, ne pourra plus démolir ou retirer les matériaux. Ici, il y a déjà eu une incorporation. Le propriétaire de la maison, le propriétaire du sol, est déjà propriétaire de tous ces matériaux, de tout ce qui s'incorpore. Ici, il ne pourra que se faire rembourser le prix de la valeur des matériaux et peut-être prétendre à des dommages et intérêts. Ah, c'est pour ce cas-là. Maintenant, supposons qu'un individu part construire sur le terrain d'autrui. Donc, un individu, avec ses matériaux, construit sur le terrain d'autrui. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, c'est que la propriété du sol emporte la propriété du dessous. Donc, ici, on ne peut, pour pallier au problème de l'enrichissement sans cause, le propriétaire du sol ne pourra pas conserver ses matériaux. S'il les conserve, il faut d'abord établir la bonne ou la mauvaise foi. S'il y a mauvaise foi de la part de celui qui vient construire son terrain, il pourra demander une démolition. S'il garde des matériaux, il devra rembourser le prix de ces matériaux. Parce qu'il faut pallier au problème de l'enrichissement sans cause. Tout enrichissement doit avoir une origine. Donc, il ne pourra pas, sous prétexte son terrain, garder ses matériaux sans rembourser. Il va donc rembourser. Maintenant, s'il y a bonne foi, de la part du constructeur, s'il ne sait pas que c'était le terrain d'une autre personne, le propriétaire de ce terrain-là ne pourra pas procéder à la démolition de la construction. Ici, le propriétaire du terrain ne pourra que prétendre à ce qu'on lui dédommage. Donc, nous venons de voir quelques aspects de la matière du droit des biens, matière qui est très vaste. Et en fonction de votre appréciation de celle-ci, de cette vidéo, nous ferons d'autres vidéos sur d'autres thématiques du droit des biens, à savoir par exemple la détention précaire, la possession, etc. Donc tout partira de vous, tout partira de votre demande, de vos critiques. Donc n'hésitez pas à nous donner des appréciations de la vidéo pour que nous puissions faire d'autres et qu'ensemble nous puissions encore parler, nous puissions voir d'autres thématiques du droit. Donc portez-vous bien et à la prochaine.